Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons comme d'habitude commenter les dernières actualités de la voiture électrique dans le monde. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de Dodge, on va parler des déboires de Tesla en Europe. Nous commenterons aussi les deux études sur la voiture électrique et sur la voiture hybride, si on peut dire. Et enfin on se penchera sur le cas Fisker qui semble déjà ou encore très mal en point. Allez, c'est parti avec notre premier sujet. Dodge qui dévoile sa première muscle car électrique, Sébastien. Oui, Dodge, pour nous, je pense, c'est tous synonyme de grosses voitures américaines. Et en effet, Dodge dévoile sa première muscle car. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi une muscle car? Je pense qu'on le sait tous, mais ça consiste à prendre une voiture un peu quelconque et à y greffer un énorme V8. Donc, la Mustang, par exemple, c'était le premier muscle car américain, quoi. C'est purement américain. Donc là, une muscle car électrique, déjà, à mon avis, ça va faire grincer les dents outre-Atlantique. On a la Ford qui est passée à la Mustang Mach-E, qui ressemble un peu à un SUV. Là, franchement, je trouve que ça ressemble bêtement à une Dodge Charger ou Challenger, quoi. Donc c'est Stellantis qui fait ça. Je sais pas si tout le monde sait que ça appartient à Stellantis. Donc outre-Atlantique, on voit que côté américain, ils veulent bien passer à l'électrique, mais il faut qu'ils gardent leur gène grosse bagnole qui fait de l'accélération. Mais je trouve que le moteur électrique, ça sied tout à fait à ce genre de voiture, hein. Parce que le couple du moteur électrique, il est énorme. Bon, ils annoncent 502 chevaux, 680 en pic avec une fonction PowerShot. Ça, c'est bien la mode, je crois, sur les voitures maintenant. Là, vous avez, il me semble, la Ioniq 5N, non, qui a un bouton. Aidez-moi les amis, à quelle bagnole qui a un overboost comme ça? L'Alpine, la future petite Alpine? Même la Tesla Model S, Plaid, hein, dans sa version la plus puissante, c'est une espèce d'overboost. Ouais. Donc je pense que bon, parce qu'il faut préparer d'abord la voiture, il faut la mettre. Ça va plaire aux Américains, tout ça. Alors une énorme batterie, c'est bizarre, ça me rappelle un petit peu le concept de Tesla, quoi. Hein. Une grosse voiture, une grosse batterie qui accélère hyper fort. Ils ont une batterie de 100 kWh brut, enfin 94 net, quelque chose comme ça, un cycle de 510 km chez eux aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, de toute façon, on a quoi? C'est pas des petites routes qui tournent comme chez nous. C'est des lignes droites, c'est de toute façon des limitations de vitesse. Tu y es allé, toi, Eric? Je pense que tu t'amuses pas à rouler à 180. Je pense que t'es bien limité sur autoroute. Donc voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que finalement on passe d'un modèle à un autre. Ça change pas grand-chose, hein. Franchement, si vous regardez l'esthétique de la voiture, il y a des photos sur Automobile Propre. Ça ressemble tout à fait à celle de Chéri Fais-moi peur, ou celle de Samana dans NCS Los Angeles, quoi. En 4 portes, il y a la Charger, et puis en 2 portes, il y a la Challenger. C'est vrai, c'est chouette, ça a de la gueule, mais tu vois la photo, tu sais pas si c'est une électrique ou une thermique, quoi. Hein. Voilà. Donc on change, mais on change pas tellement. Voilà. Ouais, non, mais c'est délibéré parce que c'est la marque d'un certain conservatisme pour ne pas choquer les amateurs de ce type de voiture. Il y a pas mal de choses à dire. Moi, ce qui m'intéresse à ce sujet, c'est se poser aussi la question de savoir s'il y avait encore de la place pour les supercars dans le monde de l'électrification et d'une certaine recherche de sobriété. Moi, je ne suis pas contre. J'avoue que j'aime bien. J'ai un petit penchant aussi pour ce type de voiture. Alors, effectivement, Dodge fait les choses dans le sens très américain, donc une voiture qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son homologue thermique. D'ailleurs, elle va sortir. Ça, c'est une caractéristique aussi assez intéressante, c'est que ce modèle va sortir aussi en version thermique, non plus avec un V8, mais avec un V6. Et puis, ils sont pas restés dans le côté très traditionnel partout, puisque même si la ligne évoque effectivement toutes ces muscle cars comme la Mustang, la Camaro, etc., l'intérieur est très tech, donc tech avec 2 grands écrans, alors très viril, hein, mais quand même très tech. Et puis, pas mal de subtilité aussi dans cette voiture. Et alors, évidemment, on n'échappe pas au fait que
ils ont installé un simulateur de bruit qui émule le bruit d'un gros V8, alors qui est débrayable, hein, il est réglable même en intensité. Et pour rassurer ceux qui seront des nostalgiques de ce type de voiture. Alors, je suis allé voir un peu les commentaires sur les sites américains et c'est, à mon avis, pas gagné, puisque la plupart des commentaires sont assez, sinon ironiques, voire hostiles à cette voiture. Et donc c'est un challenge, c'est le cas de le dire, puisque la voiture s'appelle, Charger ou Challenger, c'est un peu le même modèle. C'est un pari pour le constructeur et pour Stellantis. Alors rappelons quand même que Stellantis c'est aussi chez nous Peugeot entre autres et Fiat. Donc on est vraiment aux antipodes en termes culturels. Mais ça va être intéressant. Alors on n'a pas encore le tarif de cette voiture. Donc une voiture surpuissante. Il faut savoir quand même qu'elle fait le 0 à 96 km/h en 3 secondes 3. Donc c'est une accélération effectivement qui la classe presque dans les supercars, mais c'est aujourd'hui juste un petit peu même en dessous de celle d'une Tesla Model 3 Performance de la version actuelle. On attend la nouvelle version qui est pas encore arrivée, qui fera probablement mieux. Donc voilà, on a d'un côté une muscle car hyper ostentatoire, et d'un autre côté une discrète Model 3 qui fait à peu près les mêmes performances et qui est certainement probablement un petit peu meilleur en termes de châssis et de qualité routière. Johan, Charles, ça vous inspire ce genre de voiture? Johan, je connais presque ta réponse à l'avance. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, effectivement, si j'écoute le côté passion, oui, c'est une voiture qui fait envie. Après, mon avis est plutôt que il faut arrêter d'être passionné par la voiture, en tout cas par la voiture qui est lourde et chère et puissante, ainsi de suite. On a des challenges qui sont importants à relever et on peut pas les relever avec ce type de véhicule. Mais très sincèrement, oui, c'est une voiture qui fait envie, tout comme la Challenger est en version thermique avec son V8 américain. C'est une voiture qui me fait envie et quand je la croise dans la rue, quand j'entends le bruit, ça me fait plaisir. Mais raisonnablement, on peut pas baser la décarbonation là-dessus. Et moi, c'est vrai que je rejoins l'avis de Johan. Ouais, c'est vrai que si on rentre dans l'objectif de réduire nos émissions de CO2, etc., c'est pas du tout le modèle qui va aider et c'est pas la voiture tout court. Hein. Mais c'est vrai que pour les passionnés, moi je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont vraiment gardé l'essence du premier modèle thermique, contrairement à la Mustang qui a complètement changé. Donc là, c'est intéressant. Mais après, c'est vrai que quand t'es puriste, comme tu l'as dit, hein, que tu as regardé sur les différents médias américains, bah ouais, dans les commentaires, forcément, hein, pour les puristes, déjà un moteur électrique, ça leur convient pas. Et en plus, si c'est leur voiture un peu emblématique, la passer en électrique, pour eux, c'est un sacrilège. Donc, je pense que c'est intéressant. Mais voilà, c'est intéressant. Mais oui, c'est vrai que ça va intéresser une toute petite partie. Et surtout, moi, là où j'ai du mal, c'est des batteries de 100 kWh, quoi. C'est juste pas possible. Disons que tu peux faire 5 R5, ouais, non, pas 5, mais tu peux faire 5 des premières Zoé, quoi, avec. Ouais, c'est ça. Ouais. On est en train d'aller vers ça, c'est pour ça que je disais que finalement, on change sans changer, quoi. Et tu regardes, de toute façon, les Américains, ils ont pas envie de changer, ils sont assez conservateurs, on le disait au début, donc c'est rigolo parce que c'est la stratégie de Peugeot, ils prennent les mêmes voitures, tu sais, finalement, regarde la dernière 3008, là, avec une batterie de 100 kWh, tu prends les mêmes bagnoles, tu mets finalement les mêmes autonomies parce que c'est ce que le client demande, tu mets une super grosse batterie, finalement la transition elle est où, quoi? Johan il disait faut qu'on arrête, voilà. Donc là tu prends la Dodge machin supercar et tout, tu remplaces le moteur V8 par un moteur électrique, c'est facile de faire 500 chevaux avec. Hein. Voilà, la vraie supercar rigolote, ce serait de prendre une Renault 12 et d'y filer une batterie de 50, ça suffit, un moteur électrique. Ah ouais, je kiffe là. Tu sais, les resto mode. Voilà, là, ce serait quelque chose. Prendre une vraie petite voiture d'aujourd'hui et y mettre un gros moteur électrique. Mais plus sur un format rétrofit, du coup. Ouais. Mais sinon, j'ai envie de dire, c'est facile. Regarde, finalement, une MG4 X-Power, c'est démesuré, c'est démentiel d'avoir 400 chevaux sur une petite voiture. C'est l'esprit muscle car en fait, hein, finalement, je trouve. Ouais. Ça.
ces petites bagnoles, même la hashtag OneBrabus, ça je kiffe. Ça sert strictement à rien à part te taper 2-3 barres au 0 à 100 avec tes 400 chevaux, voilà. Et puis ça tient pas suffisamment le pavé, ça tient pas à l'échauffement, c'est pas fait pour. Donc c'est de la muscle car aussi. Deuxième sujet, l'usine Tesla de Berlin à l'arrêt à cause d'un incendie d'origine criminelle. Alors là, ça devient vraiment sérieux, Johan. Oui, alors moi je vais avoir du mal à commenter le recours à la violence ou les blocages, parce qu'il y a un sujet aussi sur le fait d'une ZAD qui est en création autour de l'usine pour empêcher son agrandissement. Je suis pas sûr que ce soit les bonnes techniques. En même temps, j'ai pas vraiment de bonnes techniques à proposer pour les aspects de non-artificialisation des sols. Mais c'est quand même assez difficile de cautionner le fait de détruire des biens pour empêcher quelque chose d'arriver. Par contre, ce dont on peut parler, c'est effectivement pourquoi est-ce que les gens font ça. C'est donc pour éviter l'artificialisation. Juste pour donner un exemple, j'ai regardé une enquête de la BPI qui revient là-dessus. D'ici 2030, on s'attend en France à artificialiser l'équivalent de 280 000 hectares, c'est-à-dire la taille du Luxembourg à peu près. Et l'impact de l'artificialisation, alors je vais pas vous faire une conférence dessus, mais il y a la biodiversité à laquelle on pense tous, hein, effectivement, quand on met du béton ou des bâtiments industriels au lieu tout simplement soit de jachères, enfin de prés, de forêts ou autres, il y a forcément un impact sur la biodiversité qu'on voit et celle qu'on voit pas aussi, qui est à l'intérieur du sol et qui est nécessaire. Il y a les émissions de carbone, puisque le sol remplit un rôle de puits de carbone et donc il peut plus le faire quand on l'a artificialisé. Il y a les risques d'inondation, d'imperméabilisation des sols, il y a la pollution des sols. Et puis, il y a forcément la perte du potentiel agronomique du sol. Une fois qu'on a mis du béton ou un bâtiment dessus, on peut plus se nourrir avec ce sol-là. Donc, l'artificialisation, c'est un vrai sujet. Je comprends qu'on puisse lutter dessus. Est-ce que c'est la bonne méthode de mettre le feu à une usine, qui plus est une usine qui essaye quand même de fabriquer des véhicules moins émissifs? Je suis pas sûr que la méthode soit la bonne. Et puis ensuite, est-ce qu'il faut se battre contre Tesla? Je suis pas sûr non plus. Il vaut quand même mieux, enfin toutes les études le montrent, il vaut quand même mieux un véhicule électrique qu'un véhicule thermique. On en parlait dans le sujet juste avant. C'est vrai qu'il vaut mieux un petit véhicule électrique avec une petite batterie. Il vaut même encore mieux se déplacer en vélo, se déplacer en transport en commun. Mais on pourra pas tout faire avec des petits véhicules avec des petites batteries, on pourra pas tout faire en vélo ou en transport en commun, donc il nous faut aussi des véhicules électriques avec des capacités plus conséquentes, et c'est ce que propose Tesla, et donc est-ce que c'est vraiment Tesla qu'il faut arrêter dans son expansion, dans l'agrandissement de son offre? Je suis pas sûr que ce soit la meilleure cible. Surtout que là, l'action a été quand même très très radicale, très violente. On parle la mise à feu d'une installation près de l'usine, même si l'usine n'a pas été vraiment touchée, mais c'est un groupuscule allemand, d'extrême gauche, qui a revendiqué un sabotage. Alors eux, ils vont pas par quatre chemins. Ils disent que avec notre sabotage, nous sommes fixés pour objectif de réaliser le plus grand blackout possible de la Gigafactory de Tesla. Alors, c'est vrai que la Gigafactory de Tesla près de Berlin doit s'étendre, et pour cela, ça nécessiterait, je crois, l'abattage de l'équivalent de 200 hectares de forêt. Donc, on a effectivement aujourd'hui l'installation d'une sorte de ZAD sur le site, avec des méthodes très radicales. Je suis pas sûr que ça soit vraiment des méthodes qui servent la cause de l'écologie. Et on s'étonne aussi pourquoi ces activistes ne vont pas s'attaquer à des usines de voitures thermiques dans ce cas-là, et on peut tout imaginer. Donc je trouve ça un petit peu excessif. Alors ça pose la question qui va revenir toujours, et je pense dont les anti-VE vont s'emparer, c'est de dire, vous voyez, la voiture électrique, c'est pas du tout écologique, et même les écolos s'y attaquent. Ce qu'on avait prédit d'ailleurs dans certaines discussions il y a déjà pas mal de temps.
Donc moi, ça m'étonne qu'à moitié, puisque le but des écolos radicaux, c'est d'éradiquer justement la voiture au sens large. Donc c'est une espèce d'idéologie anti-bagnole et anti-progrès d'une façon générale. Donc qui concerne la voiture dans son ensemble. Que la voiture soit thermique ou électrique, je crois qu'ils s'en foutent complètement. Voilà, donc une action vraiment radicale et qui pose problème à Tesla, parce que Tesla finalement commence à rencontrer de sérieuses difficultés en Europe, parce qu'il y a aussi, on le rappelle et on en a déjà parlé, des grèves qui sont régulièrement reconduites en Suède et dans les pays nordiques par des employés de Tesla, mais aussi par d'autres employés comme des dockers ou des postiers qui se mettent en grève en solidarité avec les employés de Tesla. Et Tesla a du fil à retordre avec ses installations en Europe. Sujet suivant, une étude montre que les utilisateurs de voitures électriques sont généralement satisfaits, et plus particulièrement avec certains modèles européens, Charles. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je le vois souvent sur les réseaux sociaux, parce que je suis sur YouTube et Instagram, et à des moments, il y a des publications sur voiture électrique, et tout le monde qui dit, ouais, c'est nul votre voiture électrique, ça va tuer le thermique, il n'y a plus aucune sensation, il n'y a rien du tout. Et souvent, je leur dis, ouais, ok, bah très bien, c'est votre avis, mais est-ce que vous êtes déjà monté dans une voiture électrique? Est-ce que vous en avez déjà conduit une? Et souvent, bah les gens répondent pas, ou souvent ils disent, bah non, je connais pas. Et c'est vrai que là, c'est marrant parce que cette étude, elle montre que bah, les utilisateurs de voitures électriques, ceux qui en ont, et ben en fait, ils sont super déjà satisfaits de la voiture électrique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a des modèles qui sont sur le marché et qui donnent en fait vraiment la banane quand tu la conduis, quoi. Et là, c'est marrant parce que cette étude-là, donc elle a été faite sur deux catégories de classement. Donc les premiers, c'était sur les véhicules haut de gamme, et un second sur des modèles plus grand public. Alors il faut préciser, Charles, c'est que c'est une étude américaine qui porte sur des voitures électriques disponibles aux USA. Donc il y a pas tout le spectre de ce qu'on connaît nous. Et c'est une étude qui a été menée par J.D. Power, qui est assez coutumier des études sur l'automobile, et qui s'appelle 2024 US Electric Vehicle Experience, donc l'expérience sur les voitures électriques en 2024, et avec des modèles qui sont disponibles uniquement aux USA. C'est important de le dire quand même. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que ceux qui occupent la première place, bah, c'est le groupe BMW avec la BMW i4 et la Mini Cooper électrique. Ouais. Et bah moi, pour avoir testé les deux, justement là, il y a 2 semaines, j'ai fait une vidéo avec la chaîne EV, et tu vois, j'ai conduit la BMW i4, et c'est énorme, quoi. Quand t'es au volant, déjà c'est bon, c'est très bien fini, c'est qualité allemande. Et quand tu veux appuyer dedans, tu mets mode sport, t'as vraiment une immersion avec le son de système à l'intérieur, ça te donne la banane, quoi. T'as qu'une envie, c'était d'écraser la pédale, quoi. Donc ça, c'est pour la BMW i4 qui est plutôt donc une berline. Et après, il y a la Mini Cooper électrique. Alors je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais oui. Alors pas la nouvelle, forcément, mais l'ancienne Mini électrique. La seule problématique, c'était la capacité de la batterie qui limitait un peu les déplacements. Mais par contre, quand tu montes dedans, c'est 180 chevaux, c'est assez léger. T'as un châssis qui est génial. C'est vraiment un petit kart hyper sportif. Et quand t'es au volant, t'as la banane et t'as qu'une envie, c'est d'appuyer sur l'accélérateur. Donc je comprends tout à fait ce résultat de cette étude. Ouais. Alors ce sont 2 voitures du groupe BMW. En fait, l'étude était scindée en deux parties. Une partie qui concernait les voitures considérées comme haut de gamme, dans lesquelles donc on retrouvait la BMW i4, les 2 versions de Rivian, la marque américaine qui fait des gros pick-up électriques. Et puis on avait également la Tesla Model 3 qui arrive en 4e position, la Tesla Model Y qui arrive en 5e position. Et puis après, 2 Volvo, la C40 Recharge et la XC40 Recharge, et enfin 10e, l'Audi Q4 e-tron. Et puis dans ce qu'ils appellent le mass market, c'est-à-dire les voitures moins haut de gamme, plus de Monsieur Tout le Monde entre guillemets. La première est effectivement la Mini Cooper électrique. La Ford Mustang Mach-E arrive en 2e. En 3e, on a la Hyundai Ioniq 6. 4e, la Kia EV6. 5e, la Nissan Ariya, et puis après on a Chevrolet Bolt, Ioniq 5, etc., etc. Sachant que la pionnière, la Nissan Leaf arrive en dernière position. Enfin bon, elle est 15e, elle a quand même bien fait son temps, elle a bien fait ses preuves. C'est intéressant de voir que cette étude a été faite aux États-Unis, qui n'est pas pour l'instant le premier pays en termes de transition électrique, parce que je crois que c'est à peine 8% du marché, enfin des nouvelles immatriculations, même si ça a pas mal progressé ces derniers mois.
On sent encore une certaine réticence là-bas sur le passage à l'électrique. Et d'ailleurs, c'est expliqué dans l'étude, les consommateurs se plaignent surtout de l'infrastructure. C'est-à-dire que c'est un territoire évidemment très vaste, très étendu, et ça manque encore cruellement de points de recharge. Et puis il semblerait aussi que de nombreux points de recharge soient mal entretenus et souvent en panne. Donc même s'il y a de gros efforts qui sont faits et de grosses promesses, notamment de la part de l'administration Biden, les USA, on en a parlé déjà dans le dernier podcast, dans l'avant-dernier podcast, sont un peu à la traîne sur l'électrification. Sujet suivant, la Toyota. Alors on reste sur une étude, la Toyota Prius hybride. Alors ça c'est assez étonnant, qui serait une voiture plus propre. Alors on va mettre des guillemets après, qui serait une voiture plus propre que n'importe quelle voiture électrique, Johan. Alors ça, moi, c'est le genre d'étude qui me met vraiment en colère. D'accord. Et ça me met en colère parce que, pour le coup, alors pas spécifiquement, je vais pas parler spécifiquement de la Toyota Prius, mais les véhicules hybrides, moi, mon métier, c'est la gestion de flotte de véhicules. Et chez mes clients, des véhicules hybrides, j'en ai des centaines, des milliers. Je vois le résultat dans la vraie vie. Alors, j'ai aucun doute que sur un banc, sur des rouleaux, un véhicule hybride est capable de faire 1,1 litre, est capable d'émettre 17 grammes au 100 km. Oui, bien sûr, on doit pouvoir y arriver en éteignant la climatisation, le truc, le machin, y compris la direction assistée. J'ai déjà entendu parler de ça. Mais dans la vraie vie, les véhicules hybrides, déjà, ils sont principalement achetés par des entreprises. C'est pas les particuliers qui font le gros des achats de véhicules hybrides. Et dans les entreprises, ces véhicules hybrides, ils consomment entre, moi, je vais parler de mon expérience personnelle, mais ce que je vois au travers de centaines de véhicules, ils consomment entre 8 et 10 litres au 100 dans la vraie vie. Alors, un particulier qui l'achète, j'ai déjà eu des dizaines de personnes qui me l'ont démontré, un particulier qui achète son hybride et qui fait attention, il peut consommer 3 litres au 100 en moyenne. Il y a des gens qui, en faisant bien les choses, vont se recharger tous les jours, ils vont faire 35-40 km tous les jours en full élec, et utiliser le moteur thermique qu'une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, et donc ils ont une consommation très très faible. Je dis pas que c'est pas possible, mais je dis que dans la vraie vie, les véhicules hybrides, ils sont achetés par des entreprises, et moi j'ai le cas de certains de mes clients qui mettent le paquet, c'est-à-dire qu'ils fournissent des cartes de recharge, ils fournissent des formations, ils fournissent de l'information aussi, des applications où les gens vont pouvoir trouver les bornes de recharge. Ils mettent des bornes au bureau, ainsi de suite. Mais dans la vraie vie, les gens, en fait, ils ont tellement l'habitude du thermique qu'ils vont pas se prendre le temps de se recharger. Et ils vont consommer à la fin 8 ou 10 litres. Il y avait une étude aussi qui avait été faite. Alors, elle est un petit peu ancienne, c'est peut-être pas juste de la citer aujourd'hui, mais c'était avant Covid, dans les salles de vente aux enchères, là où les véhicules qui sortent des loueurs et qui ont en général 3, 4, 5 ans, 50% des hybrides étaient revendus avec le câble qui était encore dans le blister. Inutilisé. Qui n'avait jamais été utilisé, c'est-à-dire que la personne, en 3, 4, 5 ans, n'avait jamais essayé une seule fois de charger son véhicule. Donc oui, on peut faire des études dans des laboratoires, on peut dire que l'hybride c'est formidable et que ça consomme pas. Si on s'en occupe vraiment, ça peut ne pas consommer, mais dans la vraie vie, c'est pas du tout ce qui arrive. Et là, pour le coup, Charles et Sébastien vont peut-être pouvoir rebondir parce que la formation, c'est vraiment leur domaine. En fait, à mon sens, apprendre à se servir d'une hybride, c'est encore plus dur que d'apprendre à se servir d'une électrique, parce qu'en fait, il y a double contrainte. Et quelqu'un qui vient du thermique et qui doit apprendre à se servir d'une hybride, en fait, il doit désapprendre à se servir du moteur thermique. Alors que quand on passe au full élec, de toute façon, on peut passer devant toutes les stations pétrole du monde, on pourra pas mettre d'essence dedans. Donc, on va très rapidement apprendre à se recharger et à se servir de la batterie. Alors, avant de laisser la parole à Charles et à Seb, juste une précision, ça concerne donc la nouvelle version de la Toyota Prius, et la Prius, elle a cette caractéristique, c'est que ce n'est pas une hybride rechargeable. Donc c'est peut-être aussi ce qui lui donne cette vertu, c'est-à-dire que la voiture se recharge par elle-même et qu'aujourd'hui elle arrive à avoir 30 à 40 km d'autonomie en électrique, et donc il n'y a pas cette problématique de la gestion de la recharge et versus faire le plein.
Donc, est-ce que ça a joué dans la balance? Probablement. Ce qui a joué dans la balance aussi, c'est probablement l'utilisation des matériaux à la construction de la voiture, puisque sa batterie est beaucoup plus petite que sur une foule électrique. Donc, il y a aussi des éléments à prendre en compte qui ont joué dans cette étude. Mais voilà, donc c'est une étude qui est sujette à caution, qui a l'air sérieuse quand même. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs quand on la regarde, c'est que dans les 12 premières voitures les plus vertueuses entre guillemets, on a 6 électriques et on a exactement 6 voitures électriques, une voiture électrique non rechargeable, la Toyota Prius, et puis on a 2 voitures non rechargeables et 3 voitures hybrides rechargeables. Et l'autre caractéristique, c'est que dans cette étude, j'ai vérifié, c'est une étude américaine, mais on a une seule voiture non asiatique, qui est la Mini Cooper SE, et toutes les autres sont des voitures japonaises ou coréennes. C'est assez étonnant. J'en tire pas plus de conclusion que ça, c'est juste un constat, parce que j'ai le tableau sous les yeux, et je trouve ça assez bizarre, enfin assez étonnant. Sébastien, Charles, vous avez un avis sur ce sujet, vous qui êtes confronté assez régulièrement à ces usages et aussi, comme le disait Johan, à la formation. Ouais, moi j'ai un avis très partagé sur l'hybride, moins tranché que beaucoup de mes collègues qui roulent en voiture électrique, parce que je suis passé par l'hybride en 2010-2011 par la Prius, et que c'est ça qui m'a donné envie de passer à l'électrique en fait. Donc j'appuyais comme un acharné sur le bouton EV pour que le moteur essence se mette pas en route. Sauf que quand tu as 1 kilomètre ou 2 d'autonomie, ben voilà. J'ai fait exactement la même chose. Ça, j'avais aussi une Prius il y a une dizaine d'années et c'était complètement. C'était exactement ça. Voilà. Et puis bon, bah voilà, je suis passé à la Leaf. Aujourd'hui, il y a l'hybride rechargeable qui est sorti ensuite, et les gens ils font le mélange, ils confondent entre l'hybride rechargeable. Après, il y a les journalistes, mais ils utilisent des termes full hybride. Enfin bon, voilà, c'est complètement du marketing débile. Ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'une voiture hybride simple, c'est juste une voiture thermique avec une petite aide. C'est comme un vélo assistance électrique, quoi. Voilà, ça va faire baisser la consommation, et que ça, Toyota, ils le maîtrisent super bien. Ils ont des véhicules, et même maintenant les Coréens. Tu parlais de voitures asiatiques, mais je crois que Hyundai et Kia, ils maîtrisent très bien ça. Et que les voitures hybrides rechargeables, bah, c'est peut-être la fausse bonne idée en fait. C'est là que je suis super partagé sur l'hybride rechargeable, parce qu'en fait l'hybride rechargeable, c'est vertueux si on l'utilise en électrique. Sauf que si tu utilises en électrique, tu trimbales un moteur essence pour rien, et que finalement avec une batterie de 20 kWh, tu consommerais moins avec une petite voiture électrique en fait, quoi. À la rigueur, au lieu d'acheter une hybride rechargeable, mais le gars il pourrait s'acheter une petite électrique et puis louer une 3008 diesel. En plus, je dis diesel exprès, parce que si vraiment tu veux faire un trajet, aller jusqu'en Espagne et tout, ça émettra moins de CO2, ça consommera moins. Voilà, donc je suis assez partagé, tu vois, sur cette question de l'hybride. Je pense que c'est un tremplin quand même, et que ça va permettre d'aller vers l'électrique, mais bon, voilà. Ouais, et moi, pour donner mon avis, c'est qu'il y a 4-5 ans, je trouvais l'hybride rechargeable intéressante, parce que le réseau de recharge n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, je fais des témoignages sur YouTube de personnes qui passent à la voiture électrique, et j'ai interviewé un chef d'entreprise qui roulait qu'en hybride rechargeable avant, et qui est passé sur une Tesla Model 3. Et il m'a dit, putain, mais pourquoi j'y suis pas passé plus tôt, quoi. Et en fait, il est passé à l'hybride rechargeable pour les mauvaises raisons, parce que fiscalement, en fait, c'est hyper intéressant. Sauf qu'en fait, il s'est rendu compte qu'à l'usage, il y a un petit réservoir dedans. Donc, tu as moins d'autonomie en gasoil. Donc, il me dit, je suis tout le temps à la pompe. Et si je veux utiliser correctement ma voiture, je suis tout le temps en train de la recharger. Donc, en fait, il me dit, c'est hyper contraignant. C'est que tu es tout le temps à la pompe, tout le temps en train de la recharger. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais en fait, c'est une fausse bonne idée, parce que la problématique, c'est quand même de sortir des énergies fossiles, et avec une hybride ou une hybride rechargeable, tu mets quand même de l'essence dans ta voiture. Donc c'est ça aussi, c'est que oui, peut-être que sur les tests, comme le dit Johan, dans des tests, dans des labos, etc., il n'y a pas de souci, mais dans la vraie vie, comme le disait aussi Johan, c'est que toutes les hybrides rechargeables sont achetées par les entreprises parce que fiscalement c'est important. Ouais. Les entreprises ne veulent pas trop changer aujourd'hui les habitudes des consommateurs.
Mais si vraiment tu veux avoir un impact et réduire ton émission de CO2 sur du long terme, la voiture électrique, c'est une meilleure alternative à la voiture thermique ou à la voiture hybride rechargeable. Pour revenir sur l'exemple de la Prius, moi j'ai été marqué quelque chose qui m'a marqué quand j'en avais une. C'est une voiture qui effectivement sur son bilan global a été assez économe en essence. Mais dès que tu prenais un peu, je sais pas si tu as vu ça, Sébastien, mais dès que tu prenais l'autoroute et que tu étais un peu chargé ou même pas, c'est une voiture qui avait un moteur thermique quand même assez limité en puissance. Et l'effet de bord de ça, c'est que dès que tu prenais l'autoroute à 130 avec des montées et des bagages, son système de boîte de semi-automatique, là je sais plus comment ça s'appelle, qui ressemble un peu à un variateur de mobilette, faisait en sorte que le moteur commençait à s'emballer, à prendre des tours pour maintenir la vitesse dans les montées. Et la consommation instantanée dans ces cas-là, elle était affolante, quoi. Moi, avec ma Prius, j'atteignais 12-15 litres au 100 dans les montées sur l'autoroute. Alors au global, effectivement, la consommation moyenne, j'étais plutôt aux alentours de, je sais plus, 5, 6, 7 litres. Mais parce que je m'en servais peu et que je faisais beaucoup de villes. Mais dès que si j'avais utilisé cette voiture pour faire beaucoup de distance, je pense que ma moyenne c'était pas 5 litres, c'était 10 ou 12 litres au 100, quoi. Donc parce que comme tu le disais, à l'époque c'était le deuxième ou le troisième modèle. Il y a une dizaine d'années, c'est une voiture qui avait 2 ou 3, même pas 2-3 kilomètres d'autonomie en full électrique. Donc maintenant la donne a changé puisqu'on parle de 30-40 kilomètres. Mais il faut penser à ça aussi, c'est qu'une hybride, si tu la pousses un peu, c'est une voiture qui est plus lourde et qui va consommer beaucoup plus si tu la pousses un peu dans ses retranchements, même sans parler de faire de la performance, hein, simplement maintenir une vitesse moyenne de 130 sur l'autoroute avec 4 personnes dedans et des montées entre Lyon et Clermont-Ferrand par exemple, c'était impressionnant, hein, la consommation. Donc voilà, une étude qui a le mérite d'exister, qui est intéressante. Je mettrai peut-être le lien dans la page du podcast pour que vous puissiez vous faire vous-même votre propre opinion. Cela dit, elle est parue donc directement sur Automobile Propre. Vous pouvez la retrouver dans un article qui s'appelle « La Toyota Prius hybride serait plus propre que n'importe quelle voiture électrique ». Dernier sujet, messieurs, c'est Fisker. Alors Fisker, c'est une marque américaine de voitures électriques qui a déjà fait parler d'elle parce que c'est une marque qui fait des voitures très alléchantes, des belles voitures qui sont pleines de promesses. Et le problème de Fisker, c'est que ça s'arrête souvent aux promesses. Et pour la deuxième tentative de sortie d'une voiture électrique sur le marché du grand public, ça n'a pas l'air de très bien se passer, puisque la Fisker Océan ou Fisker Ocean, qui est sortie en Europe il y a à peu près 1 an, n'a pas atteint ses objectifs de vente. On est à la moitié de ce qui était prévu. Et ce qui met Fisker dans la sauce, puisque on parle déjà à nouveau d'une potentielle faillite pour ce constructeur américain, qui ne manque pas d'atouts pourtant. Et on parle d'une intervention de Nissan qui pourrait peut-être reprendre un de ces modèles pour en faire une Nissan électrique. Johan, Sébastien, je crois que vous aviez un mot à dire sur le sujet. Oui, déjà moi je suis je t'avoue que j'ai été assez surpris de découvrir l'info, parce que j'ai envie de dire déjà, ils arrivent juste et voilà, j'avais il y a pas longtemps, j'ai vu des vidéos de Tesla Riviera, là, Jérémy, sur la Fisker Ocean. Donc j'ai vu qu'ils avaient ouvert une concession ou deux en France, qu'ils commençaient à faire de la publicité sur les réseaux. J'ai vu des essais sur M6 Turbo, je crois, ou Automoto, je sais plus, enfin des émissions classiques, voilà, qui montraient un produit qui avait l'air assez abouti, mais peut-être pas finalement, et apparemment il y a des défauts de jeunesse. Concernant les essais, j'ai l'impression elle se vend pas. Ouais, et j'ai l'impression qu'ils étaient assez réticents à prêter leur voiture pour des essais, parce que tu vois, même à Automobile Propre, on n'est quand même pas les derniers arrivés sur ce type d'essai. On n'a encore pas réussi à en avoir une. Enfin, je crois que Maxime Fontanier a eu une Fisker Océan il y a pas très longtemps, alors presque 1 an après sa sortie, et que l'essai va sortir prochainement sur Automobile Propre, mais bon, c'était difficile. Et puis, et je te redonne tout de suite la parole, effectivement, il y a eu beaucoup de problèmes de jeunesse sur cette voiture, sur les premiers modèles, hein, et des problèmes même de sécurité, de moteur qui perdait sa puissance ou qui s'arrêtait en plein milieu d'une autoroute, de capot avant qui se décrochait. Enfin, il y a eu des choses assez terrifiantes. Alors c'est peut-être quelques cas exceptionnels, mais c'est quand même assez dissuasif quand on envisage d'acheter ce type de voiture, Sébastien.
Oui. Alors ils ont commencé à produire fin 2022 et en Europe en plus à Grasse en Autriche. Donc ça c'est plutôt un bon point quoi. Les voitures sont bon bah c'est comme du modèle Y, hein, c'est gros SUV puissant, mais en plus il y avait des innovations un petit peu sympas là, le toit en verre. Moi j'adore le toit en verre un peu à cellule photovoltaïque. Moi qui voulais l'ation, ben voilà j'aimais bien ça. J'ai trouvé un parallèle assez rigolo, c'est que la première Fisker, elle était fabriquée en Finlande dans l'usine qui devait fabriquer la Sonotion aussi. Alors bon, deux parallèles. Donc là, bah ils en ont produit, je sais pas, ils en ont produit 10 000 et ils en ont livré que 5 000, quoi, la moitié, quoi. Donc ils ont un stock qui dort. 50% de la production qui dort sur des parkings. Ils ont perdu 762 millions de dollars. Donc d'après l'article d'Automobile Propre, quoi, un chiffre d'affaires de 273. C'est sûr que c'est pas avec ça qu'ils vont s'en sortir. Alors du coup, je sais pas comment ils ont entamé les discussions avec Nissan. C'est le site Reuters qui a dévoilé la chose il y a 4 jours. Eux, ils veulent pas en parler, ils disent qu'ils commenteront pas des rumeurs. Nissan ne veut pas encore en parler, mais bon, ça m'étonne pas. Ils ont quand même pas mal la culture du secret, les Japonais. Ce qui m'étonne, c'est qu'ils sont intéressés par la production du pick-up Alaska. Alors c'est assez drôle quand on sait que chez Renault, ils ont le pick-up Alaskan et que ils sont censés avoir quand même des accords Renault-Nissan, et j'ai l'impression que c'est de moins en moins effectif, quoi. Les participations croisées ont descendu. Donc, il sera intéressé pour s'implanter aux États-Unis avec l'Alaska, quoi, le pick-up Alaska. Qui n'existe pas encore, en fait. Bah, c'est un Ocean, sans, ouais, avec une benne, en fait. Ouais. Alors, chez nous, on l'a pas vu. De toute façon, c'est pas vraiment chez nous ce qui intéresse. Même l'Ocean, je sais pas si, c'est pas un peu un marché de niche. Pour moi, c'est comme un modèle X, hein. C'est comme un très gros SUV très cher. Quoi qu'il n'était pas si cher que ça. Non, il n'est pas si cher que ça. Moi, pas si cher que ça en première version. Je trouve que c'est dommage parce que c'est encore une fois du gâchis, parce que personnellement, je donne simplement mon avis personnel. Je n'aime pas d'une façon générale les SUV. Je suis pas très SUV. Et je trouvais ce Fisker Océan très très réussi d'un point de vue esthétique. Je le trouve magnifique, très équilibré dans ses lignes, et puis effectivement avec pas mal d'innovations et des grosses performances, et puis une autonomie aussi qui a annoncé, qui était assez importante. Il a annoncé plus de 700 km d'autonomie. Donc c'est une voiture qui semble pétrie de qualité, mais qui souffre de défauts de jeunesse qui paraissent totalement rédhibitoires. Et c'est bizarre aussi qu'ils n'arrivent pas à en vendre, parce que c'est une voiture qui sur le papier est intéressante, qui est bourré de qualité et qui n'est pas très cher. On commençait aux alentours de 45-50 000 euros, je crois. Et on n'allait pas beaucoup plus haut pour la version la mieux dotée. Donc on est tout à fait dans des prix contenus, entre guillemets, je veux dire, c'est pas la voiture du peuple, on est bien d'accord, mais sur des prix qui sont aujourd'hui dans la moyenne des bonnes voitures électriques du marché, notamment modèle Y, modèle 3, etc. Et donc déjà le fait que ça ne marche pas, c'est assez étonnant, mais et en même temps c'est pas étonnant parce que je pense qu'ils ont pas assez investi dans la communication. On voit jamais de pub, on n'a jamais rien vu sur le Fisker, à part, comme tu le disais, quelques encarts dans les réseaux sociaux. Or, on sait que c'est un marché où aujourd'hui il faut investir énormément dans la communication grand public. Ça veut dire des spots télévisés tous les jours en prime time, etc., etc. Ce que fait par exemple BYD, qui est en train de s'installer en France. Donc manque de communication, absence de visibilité, et probablement un petit manque de transparence de la part de Fisker, qui semble assez réticent à prêter ses voitures pour qu'on les essaye. Enfin, c'est l'impression que ça donne, en tout cas. Je leur fais pas de procès, mais c'est un peu l'impression que ça donne. Donc, Johan, tu avais eu un avis sur la question? Oui, moi je voulais revenir un peu sur l'histoire de Fisker, parce que si on se projette 12-15 ans en arrière, Fisker et Tesla, c'était à peu près le même moment où ils se sont lancés, avec des très belles voitures, la Model S d'un côté, la Karma de l'autre. La Karma était magnifique. Je sais pas si vous en avez déjà croisé. J'en ai croisé une récemment sur le périphérique parisien, et qui était immatriculée en Pays-Bas, je crois. Incroyable. Une très très belle voiture. Je crois qu'elle était proposée avec un prolongateur d'autonomie, un peu comme comme la BMW i3 à l'époque. Ou la Volt. Ou la Volt, effectivement.
Donc ces deux marques avaient commencé en même temps, et si ma mémoire est bonne, Fisker avait en fait souffert d'un ouragan à New York, où une grande partie de leur stock de véhicules neufs avait été détruit par un ouragan. Et pour une start-up qu'ils étaient à l'époque, perdre quelques centaines ou un millier de véhicules d'un coup dans l'ouragan, ça leur avait mis les deux genoux à terre. Donc Fisker revient, ils ont, à ma connaissance, alors ils ont attaqué tous les marchés, mais ils ont notamment attaqué le marché des entreprises, des flottes. Et là, la difficulté quand on attaque le marché des flottes, c'est que souvent il faut passer par les loueurs. Et donc les loueurs, ce qui est très important, c'est la valeur résiduelle du véhicule. Et un loueur qui en général appartient à un banquier, en tout cas c'est le cas des plus gros, certains appartiennent à des constructeurs, mais bon, on imagine bien que Fisker va pas aller en premier voir ses concurrents. Et donc les loueurs qui appartiennent à des banquiers, qui sont des gens plutôt prudents, vont avoir du mal à mettre des valeurs résiduelles très hautes sur des véhicules qui viennent d'une start-up. Et donc en fait ça va rendre plus difficile la commercialisation auprès des entreprises. Donc je peux comprendre que Fisker avait quelques difficultés parce que une partie de leur clientèle, les gens qui achètent notamment des SUV électriques un peu chers, c'est pour partie des entreprises, et là le marché était un peu biaisé parce qu'on connaît pas les valeurs résiduelles de ces véhicules. Par contre, si Nissan reprend tout ou partie de l'activité de Fisker, ce qui peut paraître intéressant pour eux, je lisais dans l'article d'Automobile Propre, 400 millions de dollars pour un pick-up qui serait alors plus ou moins développé, mais en tout cas déjà en partie développé, c'est pas très très cher. Non. Je sais pas combien coûte exactement le développement d'une voiture. Ah, j'ai trouvé que c'était vraiment une petite somme. Voilà, on parle plutôt de milliards de dollars que de centaines de millions. Donc si Nissan arrive sur le marché américain avec un véhicule qui leur a coûté moitié moins cher à développer, parce que 400 millions, il y a encore sans doute quelques dollars à dépenser pour finir de développer le véhicule, mais si le véhicule a coûté moitié moins cher à développer, qu'ils ont pu, Nissan, avec leur expérience, corriger les défauts de jeunesse, ça sera peut-être une très bonne affaire pour Nissan. Et pour Fisker. Et pour Fisker, qui pour le coup s'en sortirait effectivement. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas, parce que ça serait quand même dommage de voir une marque comme celle-ci disparaître, qui est capable de concevoir des voitures quand même assez exceptionnelles, mais qui malheureusement touche assez rarement la route ou de façon très limitée. Donc à voir pour la suite. Très bien, messieurs. Je vous remercie pour votre participation à ce podcast sur l'actualité de la voiture électrique. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Salut. L'essai de la semaine. Après le renouveau incarné par la Mégane E-Tech, Renault lance la Scénic E-Tech. Maxime Fontanier, notre essayeur maison, nous explique dans cet essai comment ce SUV pourrait tirer son épingle du jeu face à la concurrence. Le nouveau Renault Scénic est donc un SUV 100% électrique, familial, mais de taille relativement compacte, puisqu'il mesure 4,47 m de long pour 1,86 m de large et 1,57 m de haut. Il est donc plus court et plus bas que son principal rival, le Peugeot i3008, et il est aussi beaucoup moins encombrant que le Tesla Model Y qui domine le marché. Côté mécanique, ce nouveau Scénic hérite du même moteur que la Mégane E-Tech. On a donc un bloc synchrone à rotor bobiné qui est situé à l'avant. Il s'agit d'une traction et il n'y a pas de version 4 roues motrices. Ce moteur fait 220 chevaux et 300 Nm de couple ou 170 chevaux sur les modèles d'entrée de gamme. Ce moteur est alimenté par une batterie de type NMC, nickel manganèse cobalt, produite chez LG en Pologne. Cette batterie peut offrir 60 kWh de capacité sur le modèle d'entrée de gamme ou 87 kWh de capacité nette utile. Alors en termes de consommation, là sur mon essai, par 19 degrés, sans jamais dépasser les 130, en roulant même, vous voyez, plutôt à 100 ou 120, j'ai fait du 22,8 à l'ordinateur de bord sur une centaine de kilomètres sans me priver. Donc c'est plutôt pas mal comme consommation, c'est relativement
contenu. On pourra tabler sur 24 kWh au 100, je dirais à 130 sur autoroute française. Donc ça veut dire qu'on va avoir une autonomie réelle qui va osciller entre 350 et 450 km. Vous allez me dire, on est loin des 625 annoncés. Maintenant, on est toujours loin des normes WLTP sur les véhicules électriques. Vous pouvez toujours enlever 30% sans problème. Ça reste quand même pas mal. Par rapport à la concurrence européenne, je dirais qu'on est dans le haut du panier. Donc bravo Renault. Et nous voici à un chargeur rapide en courant continu Ionity, où théoriquement notre Scénic peut recevoir jusqu'à 150 kW de puissance de charge, et sur la version de base c'est limité à 130 kW. Maintenant ça c'est à la théorie, puisque quand je me suis branché ici, j'étais à 56% de batterie et elle n'a pas dépassé les 87 kW, et elle est très rapidement descendue autour de 70 voire 60 kW. Donc on ne peut pas dire que la vitesse de charge soit aussi rapide qu'un Tesla Model Y, qui reste la référence dans ce domaine. Le constructeur annonce un plein de 15 à 80% en 37 minutes, donc tablé sur plutôt 40 minutes pour faire un 10-80%, ce qui est correct pour une batterie de 87 kWh. Maintenant, encore une fois, c'est pas exceptionnel. Pour ce qui est du chargeur embarqué, de série, on va avoir 7 kW, et si on veut avoir 22 kW, il faudra rajouter 2000 € en option. C'est quand même pas donné. Concernant les tarifs, ça débute sous les 40 000 € sur la version d'entrée de gamme, avec la batterie de 60 kWh et le moteur de 170 chevaux, ce qui est très compétitif. Maintenant, si vous voulez un modèle grande autonomie, donc 87 kWh avec la grosse batterie et le moteur de 220 chevaux, là, ça va démarrer à partir de 47 000 €, 46 990 € plus exactement, pour avoir droit au bonus. Maintenant, si vous prenez un modèle d'essai exactement comme le mien, il faudra également rajouter le pack d'options iconique à 5 500 €, ce qui nous fait 52 490 €. Et si on retire le bonus, 48 490 €. Donc c'est compétitif, puisque ça va être moins cher qu'un Tesla Model Y grande autonomie, qui va être à 50 000 € hors bonus, et ça va être aussi moins cher que le nouveau Peugeot i3008, dont les tarifs sont quand même relativement salés et qui ne bénéficie pas de pompe à chaleur en série, contrairement à ce Scénic qui est mieux équipé. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut!